Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission LFNA TV. Ce soir, nous vous proposons de retrouver les meilleurs moments Focus Club depuis le début de la saison. Nos journalistes ont voyagé à travers la région Nouvelle-Aquitaine pour mettre en lumière vos clubs ainsi que les acteurs qui les composent. Regardez. Certains, notamment, ont la peur au ventre à l'idée d'aller défier un club de cité, que l'on soit à Pau, Angoulême, Limoges, La Rochelle ou encore Bordeaux, où le club de la Châtaigneraie à Pessac, devenu Pessac FC, s'est servi du ballon et du futsal pour y mener une politique sociale et d'insertion au cœur du quartier. Un véritable exemple à suivre. Julien Curcy a rencontré les acteurs du projet pour LFNA TV. Tout a commencé. C'est pour le club. Ouais, cache-le. Je m'appelle Rabi Alaouadji et je suis le président fondateur de Pessac Football Club. Alors l'histoire de Pessac Football Club, anciennement Pessac Châtaigneraie, c'est l'histoire en fait d'un groupe d'amis qui voulait accéder à un gymnase pour pouvoir jouer au foot tout simplement. Et à l'époque, la réponse de la municipalité, c'était qu'il fallait se créer en association pour pouvoir avoir accès au créneau. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et ensuite, très rapidement, dans la continuité, dans le même mois, on s'est affilié au niveau de la Ligue et du district pour pouvoir faire de la compétition. Et on était strictement focalisé sur le futsal senior. C'est la première génération de footballeurs qui sort du club en fait. Eux, on les a eu dès les U6. Et aujourd'hui, ils vont commencer à jouer, ils commencent à s'entraîner avec l'équipe première de futsal. Et du coup, pour nous, c'est une fierté d'en être arrivé là. Ça nous prouve aussi que le système qu'on a mis en place de formation, donc en mêlant futsal et football en herbe, fonctionne. Parce que certains de ces joueurs-là ont joué au plus haut niveau herbe, dans les catégories jeunes. Et aujourd'hui, vont se retrouver à jouer dans des plus grosses équipes de futsal en France. On est un club où déjà on n'a pas énormément de licenciés, donc tout le monde se connaît. Je suis capable de sortir tous les noms des enfants qui sont dans le club, donc déjà ça crée une proximité. Et au-delà de ça, à l'initiative du club, il y avait donc les enfants du quartier et pas mal de parents aussi qui se sont investis et qui sont toujours là et toujours présents. Ce qui fait que même les nouveaux, quand ils arrivent dans le club, sont très bien intégrés, et ce qui fait qu'il y a un rapport de proximité, comme dans une famille un petit peu. 26 ans, je suis arrivé, j'avais 16 ans. Donc du coup, le club il inclut beaucoup de valeurs et beaucoup de respect. Parce que nous, que ce soit les plus jeunes, que ce soit chez les plus petits en U9 ou chez les seniors, le respect c'est le même, on se respecte tous, on s'entraide. Comme j'ai dit, le club professionnellement, il a aidé beaucoup de personnes, notamment dans l'équipe d'aujourd'hui. Et il m'a aidé à me responsabiliser, ils m'ont aidé à me lancer. Et grâce à eux, je ne me suis pas arrêté, j'ai rien lâché. Aujourd'hui, j'ai un bon poste, je suis à la mairie, je travaille pour la ville. Le Pessac FC, c'est une famille. On est tous ensemble, mais ça ne changera jamais. C'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Les bleus à droite, les jaunes à gauche. Voilà, tous ensemble les gars. L'idée, c'est moi, je considère que tu sois un petit ou un grand ou quelqu'un d'important ou pas important, je dois respecter tout le monde. Et ça, c'est la base de tout. Donc, je pense qu'arriver à l'heure, venir même avec le sourire, c'est-à-dire que quand on dit bonjour à quelqu'un, il ne faut pas être triste. Quand on vient au foot, on doit être heureux. Donc, toutes ces choses-là, on sait ce que l'on est, on sait ce que l'on vaut et on sait de quoi on est capable. Et aujourd'hui, on en arrive à avoir un club qui fait venir des enfants de loin, où
on est très demandé, on doit même limiter les inscriptions et on bénéficie d'installations de haute qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a rien envie à aucun club professionnel dans nos installations, dans nos éducateurs. On a vraiment tout pour bien bosser. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a pas été donné. Ça a été le fruit de notre travail, de la persévérance et aussi de notre qualité de travail et qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à avoir tout ce que l'on a. Pessac Football Club. Quel bel exemple que celui fourni par ce club du Pessac Football Club avec cette insertion sociale et solidaire. Saïd N'Jimi, ce type de reportage typiquement doit vous satisfaire parce qu'il y a quelques années encore, on stigmatisait ces quartiers de Pessac et finalement, c'est le ballon rond et le futsal qui a permis à tous ces jeunes de s'en sortir alors que ce n'était pas gagné. C'est extraordinaire. Alors bon, on a un territoire très rural en Nouvelle-Aquitaine, donc il y a beaucoup de clubs ruraux et puis on passe aussi du temps à les mettre en valeur et je vous remercie pour ça aussi. Mais il y a aussi les clubs de quartier. Vous avez un représentant des quartiers puisque j'ai grandi dans un quartier et pour autant je me sens très bien intégré en France. J'ai du sang bleu, blanc, rouge qui coule dans les veines et c'est ce message-là aussi que vous réussissez à faire passer en faisant ce genre de reportage dont je suis très heureux et je vous en remercie. Oui, pour le club de Pessac et pour d'autres. On peut également vous remercier, vous et votre conseil d'administration, puisque vous êtes directement à l'origine de LFNA TV, dont on a de plus en plus de retours de la part des clubs, des dirigeants, des bénévoles, puisqu'on ne cesse de le répéter. C'est vous qui faites cette émission, c'est vous qui en êtes à l'origine de ce succès. Nous allons partir en direction de Aix-sur-Vienne, club de Haute-Vienne, un club qui évolue en championnat régional, club qui a reçu 3 labels. On aura l'occasion d'y revenir avec vous dans quelques instants. Un club qui a le mérite de fêter le mois prochain ses 102 ans d'existence. Rémi Savary, sur place pour LFNA TV. Le dispositif des labels a été mis en place par la Fédération française de football pour valoriser les clubs qui s'inscrivent dans un projet tourné autour de 4 dimensions, le projet associatif, le projet éducatif, le projet sportif et le projet de l'encadrement. On reprend ton ballon. On fait comment pour être précis? Aujourd'hui, c'est la grande fête du club, puisqu'aujourd'hui nous allons recevoir effectivement les 3 labels de reconnaissance du football, 2 labels fédérales à travers notre école de foot féminin et notre école de foot de jeunes, et le label de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine senior. Il faut savoir que sur la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, on n'est que 20 clubs à pouvoir dire qu'on est titulaire des 3 labels. Pour obtenir de tels labels, il faut avant tout un public de qualité. J'ai cité les joueurs. Il faut qu'il y ait aussi des éducateurs volontaires à aller vers le label. Et derrière, il faut une partie dirigeante, je dirais, qui m'accompagne pour monter les dossiers. Avec cela, le trait d'union entre la Fédération française de football et le club, c'est avant tout notre conseiller technique départemental qui lui nous aide à prendre certaines décisions. L'accompagnement il se passe de différentes façons. Ça passe par des réunions avec les clubs où on échange sur les différents critères. Ça peut être aussi un accompagnement dans la formation de l'éducateur quand on a ciblé certains manques. Sur le cas de Aix-sur-Vienne, il y avait un manque au niveau du label, c'était l'école féminine de football. C'est passé par un démarchage de l'école primaire pour amorcer un cycle football qui a entraîné après 15 à 20 licenciés dans le club. Le label, il apporte un élan pour se structurer, c'est-à-dire qu'au lieu de penser que le projet du club, c'est de monter à l'échelon supérieur ou de se maintenir, eh bien, le club va construire sur la durée différents éléments qui vont lui permettre notamment d'être mieux ressenti par la collectivité, par les partenaires, parce que bien, tous ces interlocuteurs qui sont donc dans l'environnement du club vont s'apercevoir qu'il y a une vraie prestation, qu'il y a un vrai service qui est rendu aux pratiquants et à leurs familles, et pas seulement je m'entraîne, je joue le week-end, mais des choses beaucoup plus importantes, comme celle que j'évoquais précédemment, sur notamment le rôle social d'un club de football aujourd'hui. Derrière ces labels, il y a un véritable outil de travail, de structuration. Et donc là, moi, je suis garant de cet outil de travail et j'oriente les éducateurs à aller vers telle ou telle direction. Aix-sur-Vienne, ça m'inspire un club structuré qui avance par petites touches, qui est à l'écoute et
qui n'avait pas de féminine, qui en a aujourd'hui, qui instaure au niveau de jeunes, au niveau régional, et on espère prochainement qu'il développe la pratique loisir le plus largement possible. Et ces belles images qui agrémentent cette fin d'après-midi. Merci à Rémi Savary pour LFNA TV de s'être rendu à Aix-sur-Vienne. Votre réaction, vos commentaires après avoir visionné ce reportage? Je tiens encore à féliciter le club d'Aix-sur-Vienne puisque j'étais présent à cette journée. Vraiment un club qui s'est structuré, comme l'a dit mon collègue Olivier Desplat. 3 labels, on le rappelle. 3 labels, voilà, c'est bien les 3 labels. Le label dame, le label jeune et le label voilà, homme, c'est le label jeune, label école féminine de football et le label senior, exclusif aussi en France. Et vraiment, on est la seule région à avoir vraiment ce label senior. C'est unique. Vraiment pour aussi ouvrir, que ce soit à un club de district, voire au niveau national, pour montrer aussi qu'il y a une structuration dans leur club aussi au niveau senior. Donc c'est vraiment un accompagnement. On parle aussi de formation, mais c'est de la formation plutôt des dirigeants, puisque eux aussi, il faut avoir cette formation, il faut les accompagner, les aider dans une gestion quotidienne du club, sur l'aspect financier, sur l'aspect communication, sur la fidélisation des dirigeants aussi. Donc c'est vraiment un accompagnement sur ce label senior. Vraiment, ça tient à cœur au niveau du président. Et donc c'est vraiment sur toute la Nouvelle-Aquitaine, chaque club peut y prétendre et on a la volonté d'engager à chaque fois des accompagnements autour de ce label. C'est quelque chose qui donne de l'ambition au club, une ambition supplémentaire? Tout à fait. Ils ont après sur du long terme, ils ont cette reconnaissance du travail réalisé au quotidien. Donc c'est vraiment très important et on sait que ils sont en attente en début de chaque saison pour pouvoir vraiment déposer leur dossier et être accompagnés par des collègues dans les départements. Et on le voit sur cette infographie proposée par toute notre équipe, le label senior. En plus, ce sont des nombres croissants à chaque fois. C'est un satisfait, je présume. Tout à fait, ça montre que aussi les clubs sont en attente, écoutent les conseils aussi, on les oriente, on les conseille et petit à petit ils ont aussi accéléré, augmenté leur niveau pour atteindre le niveau élite, on va dire le niveau le summum. Donc voilà, vraiment les clubs sont attentifs et vraiment on les encourage à déposer leur candidature dans les prochaines semaines. Et là on voit les labels jeunes, école féminine et futsal. Ces clubs-là, vous les connaissez tous ? On les connaît, on les suit. Alors, bien sûr, ils sont aussi suivis par moi-même et mes collègues conseillers techniques au niveau de la région, mais aussi par tous les conseillers techniques dans les départements, avec aussi accompagnés de membres de la commission technique des départements. Vraiment, on fait un maillage du territoire pour vraiment accompagner au maximum tous ces clubs. Et est-ce qu'un jour, vous serez amené à labelliser des clubs qui n'ont vraiment que des pratiques spécifiques ? On a vu tout à l'heure le tennis ballon, j'ai perdu le nom, je passe pour le dernier des Mohicans, mais enfin voilà. Non, mais c'est toutes les pratiques loisirs. Oui, peut-être d'ici quelques saisons. Le foot en marchant, le golf foot, le futnet, c'est toutes ces nouvelles pratiques qui vont peut-être fidéliser ces licenciés, qui vont leur donner un nouvel élan aussi pour une nouvelle pratique et pas forcément la compétition telle quelle, mais on va pouvoir toucher un peu plus de public, que ce soit masculin ou féminin. Donc voilà la volonté aussi de continuer dans ces nouvelles pratiques. Un club qui, par exemple, n'a pas accès à un terrain de foot, est-ce qu'il peut n'avoir que des disciplines, entre guillemets, diversifiées du football? Ce serait possible techniquement et il pourrait être labellisé le cas échéant? Alors actuellement pas avec les labels qui sont recommandés, mais peut-être dans un futur proche, oui. Simplement... Vous ne vous interdisez rien? On ne s'interdit rien puisque tout licencié et tout club qui essaie de se structurer, il faut après vraiment avoir quelque chose pour le récompenser, le valoriser aussi pour le travail qu'il fait et suivant les pratiques qu'il propose à ses licenciés. On va commencer par Anglette. Anglette, évidemment, ça évoque le Pays Basque, Bayonne, Biarritz, le rugby, mais il y a aussi un club de football de National 3 qui se bat pour être ambitieux et qui a évidemment forcément envie de bien faire, du mieux possible. Et Antonin Dio est allé à la découverte de ce club. On l'écoute. Alors le club a été fondé en 1910. Actuellement, notre équipe senior joue en National 3.
On a une vingtaine d'équipes, autant garçons que filles. Nous avons 600 licenciés, on vient de franchir la barre des 600. Et on a environ 200 à 250 gamins entre U6 et U9. Donc nous, les Jeunets, on a créé une section féminine il y a une dizaine d'années maintenant, qui se développe de plus en plus. Il y a des équipes U9, U11, U14, seniors, qui espèrent monter d'échelon à la fin de la saison. Notre équipe senior 1, national 3, espère monter en national 2 et surtout faire un bon parcours en Coupe de France, ce qui nous manque depuis maintenant une vingtaine d'années, où on avait rencontré Guingamp en 2001 au stade d'Aguilera, Guingamp de Didier Drogba, et on avait perdu 1-0 simplement. Donc nous sommes aidés par pas mal de partenaires, dont le plus gros bien sûr la ville d'Anglet, qui nous a construit il y a 2 ans des nouveaux vestiaires, nouvelles tribunes, nouveaux bureaux, où on a déménagé de l'ancien siège qui était un peu désuet. Donc la ville nous aide beaucoup. Nous avons 3 terrains choisis, Girouette pour les gamins et le stade Saint-Jean qu'on partage avec le rugby pour notre équipe phare. Je suis responsable animation. Je m'occupe de tout ce qui est réception de match, buvette de match, loto, vide-grenier qu'on organise et toute manifestation en dehors du football, mais qui aide pas mal et qui réunit pas mal de personnes. Oui, je leur ai dit avant, il va prendre des photos, il faut que je sois en train de travailler. Donc je vous payerai une bière. C'est Denjimi Anglette, tout de suite, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression évidemment c'est d'abord le soleil, le rugby. Et est-ce que c'est pas un cliché quand on se dit dans ces régions-là, il n'y a pas de foot? Et finalement, non seulement il y en a, mais c'est du haut niveau, oui, quand même. Ouais, c'est un très très bon département. Les Pyrénées-Atlantiques sont plutôt bien représentés au niveau de l'élite. On a Pau, on a Anglette, mais il y en a également Bayonne, on a les Croisés de Bayonne. Enfin, il y a tout un tas de clubs dans les Pyrénées-Atlantiques qui jouent très très bien au ballon, qui forment beaucoup de jeunes. C'est un très très bon vivier aussi de futurs grands joueurs, en tout cas on l'espère. Donc non, au contraire, c'est pas du tout un cliché. Ça joue très très bien au foot malgré la concurrence du rugby. Une découverte maintenant à la découverte du club, le FC Doazit. Coincé entre le succès du basket et du rugby, ce club tire bien son épingle du jeu. On a de la chance d'évoluer à un bon niveau quand même, donc ça permet à tout le monde de voir qu'en travaillant un peu, en étant un peu sérieux, on peut y arriver. Donc on a la chance aussi de donner la chance à tout le monde. Voilà, et, quel que soit le niveau, quand on est à l'école de foot, on pousse pour progresser, on laisse personne de côté. Et après il y en a qui se révèlent plus tard, et après ça permet à tout le monde d'avoir sa chance à un moment donné, mais dans un esprit quand même familial, et ça c'est quand même une fierté aussi. L'objectif du club est clairement ça, de faire évoluer les joueurs formés au club au meilleur niveau possible. Voilà. Et après, c'est des arrivées homéopathiques, j'ai envie de dire, de joueurs extérieurs. Ça arrive, il n'y a pas de souci, mais la grosse majorité est ici l'école de foot, et ça, c'est notre leitmotiv. Un peu comme l'auberge espagnole, chacun vient amener sa pierre à l'édifice. Chacun fait son rôle sans outrepasser celui de son collègue, et ça se fait en bonne intelligence, en bonne entente. Et quand les résultats sont là, forcément, on est encore plus heureux. Mais je serais tenté de dire que même quand les résultats sont plus compliqués, on est toujours là et on fait en sorte que le club il puisse perdurer encore très longtemps sur ces fondamentaux-là et ces valeurs-là. Combien de fois les gens arrivent ici pour la première fois, ils disent mais on est où et comment ça se fait qu'il y ait un club comme ça à ce niveau-là dans une région où le basket et le rugby sont des sports rois. Donc ça c'est incroyable. Oui, c'est un peu une évidence à Doisité. On a commencé avec très très peu d'enfants, une trentaine d'enfants au tout départ, et pour arriver maintenant à une centaine de licenciés en règle générale d'une année sur l'autre, et entre 90 et 100. Et notre objectif c'est de former des jeunes, c'est-à-dire prendre plaisir dans le sport qu'ils ont choisi. Il y a une histoire qui fait qu'il y a quelque chose qui date certainement de très longtemps, de théâtre, de musique, d'historique, et qui fait que
la jeunesse a envie d'être épanouie dans notre club. Et après, voilà, quand on a cette philosophie bien en tête, on va dire de point de vue naturel, eh bien, on met en place ce que l'on a toujours aimé, c'est-à-dire l'esprit du jeu. Voilà, et on essaye de faire développer ça chez toutes nos catégories de jeunes, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, même en senior. Mathieu Raby, vous êtes notre invité, président du district des Pyrénées-Atlantiques, donc Pau, évidemment, est concerné. Bon, Pau parce que je dis Pau parce que voilà, c'est le club un peu phare de votre district. Une réaction sur le FC de Azit, encore une fois, comme on le dit à chaque fois tous les lundis dans cette émission magazine, c'est de saluer cette passion, cette volonté de bien faire dans l'éducation, d'amener les jeunes dans cette passion, les conduire, les canaliser aussi. Alors une double réaction, la première c'est que je tique quand j'entends Pau parce que évidemment club phare, locomotive qui a enfin atteint le monde professionnel à travers la Ligue 2. Mais je ne réduirai jamais les Pyrénées-Atlantiques du côté de Pau parce qu'il y a toute la côte basque, tout le pays basque, avec des terres intérieures. Et c'est même souvent une gageure que d'avoir un territoire un peu bicéphale, avec d'un côté le Béarn et d'un autre côté le Pays basque. Et en même temps, quelque chose qui nous unit, c'est nos voisins landais, parce qu'ils sont aussi présents sur la côte basque que dans l'intérieur des terres côté Béarn. Et effectivement, le FC de Azit est notre voisin, il est à pas plus de 20 km d'où je suis. Et effectivement, on pourrait presque dire un village d'irréductibles, parce que résister à la puissance du basket, qui est un sport très développé dans les Landes, et aussi du rugby, qui culturellement représente beaucoup le sud-ouest, c'est pas une mince affaire. Et un aussi petit village à ce niveau-là du foot, respect et chapeau pour son président, pour ses éducateurs et pour tous les bénévoles qui s'engagent dans le club. Il y a énormément de clubs dans la région, on le sait, mais dans votre région, et encore une fois, je ne réduis pas le district à Pau, mais c'est vrai que c'est ce qui nous vient un petit peu à l'idée dès les premiers mots quand on dit Pyrénées-Atlantiques. Mais donc il y a énormément de clubs. Ça veut dire qu'il y a des confrontations très proches les unes des autres géographiquement. Et comment ça se passe? C'est dans une ambiance familiale ou une ambiance de derby? Effectivement, c'est une particularité géographique un peu atypique. Vous connaissez la carte de France, vous voyez les extrêmes françaises. Nous, c'est l'ultra sud-ouest, c'est-à-dire que notre premier voisin, c'est l'Espagne. Et à côté, au sein de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, le seul voisin, c'est les Landes. Les autres sont en Occitanie. Donc ça veut dire que pour des raisons géographiques, vous vous doutez bien qu'on n'envoie pas les clubs des Pyrénées-Atlantiques à Guéret, à Bressuire pour un oui, pour un non. Donc on se retrouve très très souvent à jouer ce qu'on va appeler des derbys du sud-ouest, entre des clubs landais et des clubs des Pyrénées-Atlantiques, avec une connotation souvent très conviviale, parce que vous êtes dans une terre qui sait bien gérer la troisième mi-temps autant que les préparations d'avant-match, qui est très 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 intéressant. Et puis même à côté de ça aussi, ça nous permet d'avoir des compétitions mixtes. Quand on n'a pas forcément assez de clubs pour se développer, je vais prendre l'exemple des moins de 19 ans, on fait quelque chose de commun entre Landes et Pyrénées-Atlantiques, et on gère la compétition ensemble, et on le propose aussi pour le foot féminin, afin d'avoir plus d'équipes et de pouvoir plutôt se développer. Donc on est vraiment deux frères de développement ensemble avec mon collègue Loreto Guagliardi des Landes, que je salue parce qu'on fait un boulot commun très souvent. On va justement partir à la découverte d'un club de Charente, le FC Aubeterre, club de Charente, donc qui veut absolument briller par sa passion, bien sûr, comme tous les clubs, mais aussi par sa formation et sa réussite. On regarde. Moi, c'est Jérémy Gallien, joueur et dirigeant au club du FC Aubeterre. Et donc, à l'initiative de la reprise de l'école de foot. Vous savez ce que c'est le 31 octobre? Oui. C'est quoi? C'est Halloween. Exactement, c'est Halloween. On a été sollicité par Aubeterre pour les accompagner sur la recréation d'une école de foot, et notamment des U6 au U13. Donc bien sûr, on a répondu présent, puisqu'il en va de notre slogan au niveau du district, d'être proche des clubs, utiles et à l'écoute. Donc ça va tout à fait dans notre champ d'action, de pouvoir les accompagner sur cette création d'école de foot. Juste avant les vacances scolaires de l'année scolaire précédente, on a fait passer quelques petits papiers dans les écoles. On a eu pas mal de retours, donc finalement une attente sur les villages voisins. Je ne me suis pas consacré tout seul, j'en ai discuté avec des parents un peu cadres qui attendaient justement pour qu'il y ait un renouvellement de cette école de foot dans le village. Donc il y a des parents dirigeants aujourd'hui qui m'accompagnent, des joueurs seniors qui s'y sont pris aussi un petit peu et qui m'ont dit allez, on y va, on fonce. Je rends le ballon. Allez.
Une école de foot qui a toujours bien vécu, mis à part ces dernières années où elle a été un peu mise de côté et un petit peu en sommeil. Et aujourd'hui, donc, on essaie de redémarrer tout ça et on espérait avoir 15-20 gamins pour redémarrer. Au final, on en a 40, voire 45. Donc c'est inespéré. Ça nous fait plaisir de voir des clubs qui créent ou qui recréent des écoles de foot. Ça veut dire que les enfants ont cette envie de revenir jouer au foot. Et il nous paraît extrêmement important pour nous, instance fédérale, de pouvoir les accompagner dans leurs projets, dans leurs démarches, toujours pour être au plus proche d'eux. Voilà, comme des partenaires. J'ai démarré à 5 ans ici, j'ai fait j'ai appris mon football jusqu'à aujourd'hui. Je suis licencié au club depuis maintenant, il faudrait calculer les années, mais j'en ai 32, donc voilà. Ouais, j'ai démarré ici, on était 40-50 gamins le mercredi après-midi ici, le samedi aussi. On faisait des tournois, donc un tournoi en Espagne qui était pas rien quand même pour un petit village comme ça, c'était de l'organisation. On a fait des tournois après dans le reste de la France, dans le Tarn notamment, que des bons souvenirs. Et donc moi les souvenirs que j'en ai, voilà, je pense qu'il fallait qu'on redémarre cette école de foot, ça c'est clair. Si on peut avoir la pérennité, suivre avec l'école de foot, avoir chaque classe d'équipe pour l'avenir, ce serait très bien pour la pérennité, pour même le club de campagne. On n'a pas beaucoup des clubs, d'écoles de foot, donc voilà. J'étais content d'être inscrit au foot. Et puis j'aime bien le foot et puis c'est vraiment ma passion, quoi. C'est vraiment mon sport préféré. Et ici tu sens que tu peux t'épanouir, les éducateurs sont top? Oui. Ouais, ils sont très rigolos, ils sont gentils. Et puis j'ai de la chance d'être dans ce club parce que franchement c'est un club que j'aime beaucoup. Quand j'étais jeune, j'ai eu de la chance d'avoir des éducateurs et voilà, pour continuer ça. Moi je trouve ça bien, quoi. Voilà, c'est rafraîchissant là aussi, c'est du bonheur, les gamins sont heureux d'être là et sont satisfaits aussi d'être un petit peu encadrés comme il se doit par des gens passionnés, comme d'habitude. Là, on est chez les tout petits, c'est ce qui nous amène souvent le plus de sourires. Ça commence à 5-6 ans, ça vient au milieu d'un terrain et c'est là que c'est très bien qu'il y ait des clubs avec des éducateurs, comme on a pu le voir sur le reportage, qui donnent beaucoup de leur temps, parce que s'ils sont pas pleinement bien accueillis, c'est des jeunes qui risquent de partir ailleurs, dans d'autres disciplines, et plus la qualité de la formation, plus la qualité de l'accueil est présent, et vous le voyez à travers ce club qui recrée sa section foot animation, son école, et ben mieux c'est pour nous, parce qu'effectivement, ça nous permet de faire cocorico avec nos effectifs, puisqu'on est ce sport numéro 1 en France, parce qu'on a aussi beaucoup de toutes petites et de tout petits qui viennent d'abord au football. Ça rejoint un petit peu l'école, J'aime ma prof, je travaille bien. J'aime mon prof, je travaille bien. Je l'aime pas, je travaille moins bien. Et c'est ce que nous a dit le petit. Ils sont comment tes éducateurs? Ils sont top. Donc ça me donne envie de venir le mercredi et le samedi. Et ben c'est sans doute un gamin qu'on va garder très longtemps et qui sera peut-être d'ailleurs au plus haut niveau demain. Nous allons évoquer ensemble cette thématique de l'arbitrage féminin et solidaire avec un premier sujet que nous vous proposons, l'arbitrage féminin qui ne cesse de prendre de l'ampleur au sein de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Hier, elles étaient 55 présentes pour un stage à Marsac-sur-l'Île au programme de la théorie mais aussi de la pratique. C'est Julien Curcy qui était sur place pour LFN TV. Bien, les filles, on a tout le monde. Allez, 5 minutes, on réveille un peu tout. Ingrid et Mathilde, vous êtes 4 assistantes spécifiques, donc 2 dans un groupe et 2 dans l'autre groupe. D'accord, ne vous mettez pas les 4 ensemble, il y a aussi Laurence et Marina. Donc le stage d'aujourd'hui, c'est notre stage de début de saison. On n'a pas pu le faire plus tôt, donc c'est pour ça qu'on le fait ce week-end. Et ce stage a une particularité puisque en fait, on souhaite regrouper toutes les arbitres féminines de la Ligue, donc qu'elles officient en district ou qu'elles officient sur les compétitions régionales. Donc on a vraiment un public très hétérogène puisqu'on a des âges différents, ça va de 14 ans jusqu'à 57. Et on a aussi des débutantes et des filles beaucoup plus expérimentées. Et après là. Allez, c'est le top, ça monte au cerveau là. Le corner relevé. Ah oui, il faut bien.
c'était pas fini. C'est fini, il y a 3 phases. Maintenant, c'est fini. Il y a 3 phases. Il faut avoir la vision globale de l'action et ce qui vous avancera sur des appels de balles de droite et de gauche et qui vous permettra d'aller sur l'action suivante. Où est mon prochain problème? Et en permanence, où est mon prochain problème? On a travaillé ça ensemble. Je suis au tout début de l'arbitrage féminin au niveau de la fédération. J'étais un des premiers à arriver là-dedans. Donc c'est toujours pareil. Il y avait bien des arbitres féminines. Le problème, c'est qu'elles n'avaient pas leur place au milieu de tous ces hommes. Donc aujourd'hui, on a pris conscience qu'on devrait avoir des arbitres féminines, ce qui est le cas. Bon, le Covid nous a quand même un peu handicapés, comme on a handicapé les garçons, mais je trouve qu'aujourd'hui, les formateurs que l'on a et dans tous les départements, on a des responsables d'arbitrage féminin qui permet de les fidéliser et de s'en occuper, quoi. Tu m'as signalé quoi? Agathe, Agathe, en fait, quand tu pars, ça met le doute. Aujourd'hui, dans la Ligue, on est à peu près à 140 féminines. Donc, on est une des ligues en France les mieux placées au niveau de l'effectif féminin. C'est sûr que moi, à l'époque où j'arbitrais, on se comptait sur les doigts d'une main presque. Donc voilà, ça a bien évolué. C'est aussi une volonté politique de notre Ligue de développer l'arbitrage féminin. Et je pense que justement, on a tout à y gagner de développer le foot féminin de manière générale, que ça soit les joueuses, que ça soit les arbitres, mais aussi les éducatrices, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'éducatrices sur les bords des terrains. Donc je pense que voilà, il y a aussi quelque chose à faire en travaillant main dans la main et en essayant de développer vraiment le foot féminin dans son ensemble. On est déjà plus. Allez, qu'est-ce qu'il a? On fait les corps en arrière et hop, je veux te voir exploser là. Allez. Voilà. Ok, sur la ligne, donc on est dedans, je suis d'accord. Allez, on tourne. Deuxième situation. Au final, l'arbitrage, c'est aussi de la théorie et du physique. Donc certes, pendant un match, on va avoir 3 arbitres, un central et 2 assistants, mais il ne faut pas oublier qu'un arbitre, il doit travailler son physique. C'est comme un joueur, à un moment donné, on fait les mêmes kilomètres qu'un joueur. Il faut que la condition physique soit présente sur le terrain et il faut que la théorie soit acquise aussi, puisqu'un arbitre doit connaître ses lois du jeu. Donc Laure, elle te demande quoi? Ah, coup franc pour la ok. Et elle te dit le numéro et la couleur? Rouge 9, ok. Rouge 9, vous êtes 9? Rouge. Ok. On fait partie des meilleures ligues sur toute la France au niveau de l'arbitrage féminin. Donc vraiment, c'est une vocation féminine. Je pense qu'on a aujourd'hui Sandra Renon qui est à la fédération et qui s'occupe de toute la formation. On a des piliers de l'arbitrage féminin. Donc on devrait réussir maintenant. Il faut que tout le monde prenne conscience que des féminines, il n'en faut pas qu'en Gironde. Il faut dans tous les départements et c'est ce qu'on va mettre en place. Donc il va falloir qu'ils jugent le hors-jeu, qu'ils regardent un œil ici si elle n'est pas sortie et en même temps qu'ils voient qu'il y a une faute. Et souvent, vous savez, on entend « Ah mais c'est devant lui, il ne voit pas ». Sauf que justement, plus ça va être devant vous et moins vous allez voir. Parce que c'est à mes pieds, déjà je vais être ça, je vais regarder là et plus en haut. Alors que plus je suis un peu éloignée et plus je vois dans l'ensemble. Donc je vais voir et les fautes du haut du corps et les fautes du bas du corps. Plus ça me rapproche, plus je vais me focaliser souvent sur le ballon. Nous, ce qu'on aimerait, c'est développer la masse, bien évidemment. Et ensuite, justement, une fois qu'on aurait cette masse, ça serait de pouvoir faire évoluer ces filles. Donc voilà, c'est vraiment que chacune arrive à trouver sa place. Celles qui veulent évoluer, qu'on puisse les accompagner. Et aussi ne pas oublier la masse. Donc on essaye de faire un petit peu ces différents groupes. Après, ce stage aussi nous permet de connaître les filles et de pouvoir affiner ces différents groupes avec des objectifs différents. Très belle immersion que celle proposée par Julien Curcy sur LFNA TV. Sandra Renon, on vous retrouve en duplex. Vous êtes la conseillère technique régionale en charge de l'arbitrage. 2 choses m'interpellent quand je regarde ce reportage. C'est tout d'abord la sorte de structuration, de professionnalisation du stage que vous proposez. Ne serait-ce d'ailleurs que par la tenue vestimentaire de toutes ces arbitres qui sont toutes en noir avec des maillots siglés et de par la technicité de la formation qui est distillée tout au long de la journée. C'est une volonté de votre part ?
Oui, tout à fait. Alors, par rapport au premier sujet, c'est effectivement une volonté, mais surtout, on a la chance en LFNA d'être suivi par la direction, puisque effectivement, là, on voit qu'il y a eu les dotations aussi des arbitres de ligue, et pour les féminines, toutes les arbitres ont été dotées, même celles qui étaient en district. Donc, c'est vraiment un geste fort de la part de la direction. Pourquoi cette uniformité? Alors, parfois, c'est ce qui peut être aussi reproché aux arbitres, mais là c'est justement plus pour donner aussi une bonne image et que chacun se trouve à sa place et donner effectivement un côté un peu plus professionnel à nos stages et un peu plus cadré. Voilà. Donc après, on retrouve ça dans ce qu'on essaye de leur apporter pour effectivement avoir un stage assez structuré, surtout que sur ce stage, la difficulté, comme on l'a vu dans le reportage, c'est qu'il y a de nombreuses filles et avec des niveaux très différents. Voilà, donc il faut arriver à structurer un petit peu le tout. On a l'impression qu'on est à deux-milieux de ce qui se faisait quand vous arbitriez dans les années 12-14. Je ne parle pas des années 1900, bien 2012-2014, je précise. Alors, vous êtes très gentil parce que c'était pas en 2012-2014, c'était bien plus avant, mais bon voilà, c'est pas très français, mais c'est ça. Donc effectivement, on est très très loin et on a la chance, et les filles ont la chance, et je leur dis souvent, même si on a encore du retard, on a une évolution au niveau de l'arbitrage féminin sur ces dernières années qui est vraiment énorme, et il faut qu'elles en aient conscience aussi. Donc on est très loin de ce qu'on pouvait avoir nous, et on était souvent noyés dans la masse. Aujourd'hui, attention, on fait en sorte quand même que les filles soient bien intégrées au niveau de tous les arbitres, hein. Il n'est pas question de les sortir et de faire du spécifique féminin tout le temps. Par contre, ça nous tient à cœur d'avoir ce stage pour vraiment qu'elles apprennent à se connaître et qu'elles se sentent justement moins isolées, même si aujourd'hui elles sont plus nombreuses. Et au niveau des FIA, de ce qu'on évoquait avant, il y a aussi un choix politique qui est de faire une formation initiale à 10 € pour les féminines. Donc cela aussi explique que l'on ait plus de filles qui puissent venir peut-être. Sandra Renon, restez en notre compagnie. Méline Laurent est sur ce plateau. Elle est arbitre assistante fédérale, donc c'est arbitre de touche, comme on le dirait plus simplement. Parlez-nous de ce cursus. Comment avez-vous fait pour en arriver jusque-là? Parlez-nous de votre carrière. Alors moi, j'ai commencé l'arbitrage il y a maintenant 6 ans. Donc à 17 ans, j'ai passé la formation initiale. J'ai commencé en tant... Et d'où ça vous est venu? Je présume que c'est pas une lubie le matin en vous levant. Non. C'est une passion, l'arbitrage? Alors, j'aime beaucoup le football, alors que je n'ai jamais pratiqué le football. Mais j'aime beaucoup le football, je le vois à la télé, j'accompagne mes proches, mes amis. Et je me suis intéressée, voilà, comme ça, par la suite des choses, à la fonction de l'arbitrage. Donc j'aimais beaucoup l'engagement, les prises de décision, en fait tout ce que devait faire un arbitre. Donc j'ai décidé de passer la formation initiale à 17 ans. Et donc je suis devenue arbitre après cette formation initiale. Sandra Renon, ce cursus-là est plutôt commun ? Alors oui, effectivement, il y a eu une époque où on ne commençait l'arbitrage qu'à 16 ans. Aujourd'hui, l'âge a été abaissé à 14, puis maintenant à 13 ans. Et le parcours de Méline est assez commun, c'est-à-dire que souvent, forcément, ce sont des gens qui sont passionnés de foot, qui sont dans le foot. Effectivement, on a des arbitres qui n'ont pas forcément joué. Alors je sais que ça peut parfois être une discussion avec mes collègues, avec les coachs. Alors si on peut l'éviter ce soir, ça nous arrangerait. Voilà, c'est ça, on va pas s'étendre sur le débat. Mais du coup, oui, c'est souvent des gens qui sont intéressés par voir le football qui est leur passion sur une autre facette et qui du coup se lancent dans l'arbitrage et Méline sera bien placée pour évoquer tout ce que du coup ça peut apporter ensuite dans sa vie personnelle ou étudiante ou professionnelle. Vous parliez de votre politique de développement, de séduction pour avoir de jeunes licenciés arbitres. Qu'est-ce qui fait que la Nouvelle-Aquitaine est maître en la matière ? Une fois de plus, je pense que déjà c'est une volonté du président, une volonté politique. Sans ça, on ne pourrait rien faire, ça c'est sûr. Donc c'est se donner les moyens, dans tous les sens du terme, de pouvoir arriver à cet objectif.
déjà, premièrement. Et ensuite, je pense que justement, et on peut le voir à travers ces stages, c'est une attention particulière que l'on souhaite prêter sur nos arbitres féminines. C'était le Best of Club, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche pour un nouveau Best of Match. Bonne soirée à tous.